Enchaîner, effectivement, alors on a commencé d'en parler un petit peu sur la transformation de bureaux en logements. Donc c'est aussi une des thématiques de cette plénière, la réversibilité. Donc là, on va parler d'un bâtiment qui est un petit peu un des bâtiments emblématiques de Lyon pour les Lyonnais. C'est la réhabilitation de la tour Cirque. Donc le projet s'appelle Impulsion. Et donc on va avoir Jean-Eudes Illino, qui est directeur de l'agence Redman Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Mathilde Florentin, qui est l'architecte du projet, qui vont nous faire cette présentation. Donc voilà, une vingtaine de minutes et puis 5 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas qui commence, à qui je... Allez, Jean-Eudes, je te laisse. Je vais attendre un petit peu que les gens aient fini de s'installer. Bien, bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, je suis Jean-Eudes Illino, je suis le directeur régional de Redman sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter ce projet qu'on a gagné lors d'une consultation internationale qui avait été lancée par la ville de Lyon il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec ICAD Promotion, pardon, avec qui nous sommes en copromotion. Et avec la nouvelle OM que Mathilde représente aujourd'hui, et tout un panel de partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet, qui était un projet, qui est toujours un projet très ambitieux et très intéressant sur tous les aspects. Donc un petit rappel sur le contexte dans lequel ce concours avait été lancé. Donc la ville de Lyon était assistée par le C40, qui est une organisation qui a vocation à accompagner les villes qui ont des sites remarquables, un peu comme celui-ci, qui présentent des potentiels de requalification, de redéveloppement, et pour y développer des projets qui sont en lien avec l'exemplarité en termes de développement durable et de villes à faible émission. Donc là, en l'occurrence, la ville avait vraiment donné comme commande de produire un projet qui soit un totem de la ville post-carbone, autour de 10 défis climatiques qu'on voit ici. Alors vous avez l'architecture, vous avez la construction, les matériaux utilisés, les mobilités, vous allez avoir tout ce qui est résilience climatique et l'adaptation. Enfin voilà, 10 défis climatiques auxquels il fallait apporter une réponse, sachant que la particularité, c'est qu'on nous avait mis à disposition le bâti, l'existant, l'asset foncière, avec tout ce qu'on pouvait imaginer dessus de potentiel de redéveloppement et de complément de constructibilité. En revanche, on n'avait pas de cahier des charges de programmation. Donc la première chose, ça a été déjà d'identifier le quartier, de bien identifier l'emplacement dans lequel s'implante le site. Alors on est dans le 8e arrondissement, on est à côté de la place d'Arsonval, c'est à la jonction du cours Albert Thomas et de l'avenue des Frères Lumière. Donc dans un quartier qui est mixte, on a du logement, on a une dominante étudiante, on a de la santé avec le centre Léon Bérard notamment, mais pas que. Très bien connecté forcément avec tout le réseau de transport en commun lyonnais qu'on connaît tous. Donc l'idée, c'était déjà de faire un audit de l'environnement direct du site pour pouvoir réfléchir à son redéveloppement. On a donc, comme je le disais, une rue commerçante sur l'arrière et des pluralités d'usages tout autour. Il fallait donc proposer ici une courroie de transmission, un projet qui réponde, qui soit à l'interface de tous ces usages et qui puisse aussi s'ouvrir à nouveau sur le quartier, parce que, comme vous le voyez, c'était une emprise foncière qui était fortement imperméabilisée, avec une nappe de stationnement en enrobé. On a une tour, et Mathilde y reviendra, des années 70, qui est un bâti remarquable d'un point de vue patrimonial, mais qui est tout à fait obsolète d'un point de vue énergétique, consommation, etc. Et donc on avait des potentiels de redéveloppement et de densification sur l'ancienne nappe de stationnement, tout en ayant en tête de désimperméabiliser au maximum. Alors pour ça, je ne vais pas faire l'énumération de tous les partenaires qui nous ont accompagnés, mais on a eu à cœur d'aller chercher des partenaires qui avaient l'expérience nécessaire, les compétences et surtout qui étaient animés par la même envie que nous de produire un projet remarquable qui réponde à la commande. Donc on l'a fait avec la nouvelle AOM, on a été accompagné par les bureaux d'études CEPOS et Pouget notamment, par Artelia également, voilà, et par Charlotte Vergely qui nous a accompagnés sur la partie patrimoniale du projet et de l'architecture, et Mose Paysage et Studio Mugo pour tous les volets paysage et végétalisation du site. Hop, je vais te passer la parole si tu veux bien, Mathilde, sur les sujets d'architecture et de l'existant. Alors la nouvelle AOM, elle est spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine bâti du XXe siècle. Donc l'agence a été créée pour la réhabilitation de la tour Montparnasse à Paris. Mais du coup, on s'intéresse beaucoup à ces bâtiments emblématiques des années 70, 68 exactement pour la tour. Et
dans une logique aussi de travailler avec les partenaires dont tu parlais, de commencer par une analyse fine de l'existant, donc bien sûr patrimonial d'un point de vue architectural. On parle d'héritage parce qu'on n'est pas sur un bâtiment classé, mais on est quand même sur un bâtiment phare de la ville de Lyon et qui en plus porte une architecture très spécifique. Mais aussi sur toutes les thématiques, donc ça c'est un plan issu des archives, et on insiste pour que tous les partenaires puissent s'approprier cette question du diagnostic, donc que ça soit la structure, la façade, pour véritablement avoir une vision complète du bâtiment sur lequel on va intervenir et de permettre à la conception de véritablement se baser sur les enjeux et sur les qualités de ce bâtiment. On va voir qu'il est très particulier parce qu'on parle de transformation bureau-logement. Là, on est carrément sur un bâtiment qui était donc une tour, parce qu'on était sur un IGH, qui était composé de laboratoires. Donc on voit aussi pourquoi est-ce qu'elle a périclité en termes d'usage, mais aussi de la particularité qu'elle va présenter, qui est son pas d'étage. C'est aussi l'analyse fine en fait, de son architecture, donc de son analyse patrimoniale et de la composition de sa façade. En plus, on est sur une façade et sur un bâtiment qui n'a presque pas évolué depuis les années 70. Donc on a eu des transformations importantes du site, Jean-Eudes en a un peu parlé, avec création de différents bâtiments et puis l'augmentation du site du cirque, donc du Centre international de recherche, sur presque une grosse partie de l'îlot. Mais par contre, le bâtiment en lui-même est presque resté intact depuis les années 70, et entre autres cette façade très particulière et qui, vous verrez, a inspiré le travail de façade que l'on a proposé, même si on n'est pas du tout, on ne peut pas conserver l'élément, on peut travailler avec les bases de son architecture. L'auditorium aussi, donc on y reviendra sur la question de la programmation, mais en fait les bâtiments de bureaux ont des espaces adjacents. On a bien sûr le plateau classique de bureaux, mais on a aussi toute une série d'espaces adjacents, auditorium, accueil. Vous le verrez dans la composition du plan, qui sont en fait des zones qui permettent justement de repenser la programmation et la manière d'habiter au sein de ces bâtiments et d'offrir aux logements des qualités spécifiques. Donc l'analyse, elle passe aussi par quels sont ces espaces, comment est-ce qu'ils sont desservis, organisés. Donc là, vous avez un plan des archives de l'auditorium et vous verrez, c'est un espace qui devient véritablement très important pour le projet. Ça coupe, donc pareil, travail fin d'analyse sur les potentialités des lieux, mais vous verrez aussi leurs limites, puisqu'en fait, on est sur une véritable réinvention des usages. Et un travail, donc, dans la composition, on a aussi tout un travail de finesse pour essayer de retrouver la particularité de cette écriture architecturale, ici par les épines de cet auditorium, qui donc vient comme un élément adjacent de la tour, composition en plan carré et cercle, mais qui est en fait la proue du site et qui va finalement devenir une sorte de pivot pour l'ensemble du quartier. Voilà, donc je vous le disais, cette composition, l'îlot faubourien, qui en fait est la fin de l'avenue des Frères Lumière, que l'on a cherché à recréer par sa continuité, à recréer par sa composition, sa matérialité, et puis en proue, la tour et l'auditorium, que l'on a libéré des éléments adjacents qui étaient venus en fait miner la composition de l'ensemble du site, entre autres un bâtiment qui se trouvait entre la tour et l'auditorium, que l'on a choisi de démolir consciencieusement pour pouvoir justement recréer cette tension qui existe dans la composition urbaine et permettre à la tour d'exister. Je pense que la valeur de cette tour, c'est aussi d'être implantée dans ce sol très végétal qui était le plan d'origine, et donc de retrouver ce rapport au sol si particulier de la tour. Si tu veux dire un mot de la programmation. Donc en parallèle, merci Mathilde, en parallèle de l'étude qui avait été faite du niveau patrimonial du bâti existant par la nouvelle OM, côté promoteur et puis au niveau du reste de l'équipe, on a commencé à se gratter la tête aussi sur la programmation qui serait la plus adéquate aux besoins du quartier, et passer par là forcément le besoin de logement, parce qu'on est dans un quartier, comme on le voyait tout à l'heure, qui est aussi résidentiel. Et donc, on s'est dit, voilà, le foncier, c'est celui-là. On a eu les premières esquisses de volume pour placer un petit peu les surfaces de plancher qu'on allait pouvoir générer en plus. Et on avait ce bâti existant de la tour, avec ses caractéristiques intrinsèques de très grande hauteur sous plafond, une structure compliquée dans le sens où elle n'était pas dimensionnée au séisme, donc on ne pouvait pas non plus trop la toucher, sans quoi il aurait fallu la redimensionner et reproduire tous les calculs, et ça aurait été un petit peu compliqué avec les réglementations d'aujourd'hui. Donc on a commencé à dispatcher notre programmation là-dedans. On a du tiers-lieu donc au niveau de l'auditorium. On a donc un tiers-lieu animé qui est un chronotopique qui dans la journée peut accueillir soit des événements associatifs, soit du fooding le midi justement à destination des étudiants notamment, puisqu'on est juste à côté de l'école Rockefeller.
qui peut le soir accueillir des événements, des conférences ou des petits événements culturels. On a donc cette tour qui va abriter plusieurs usages. Dans ses sous-sols, on a un hub de mobilité qui va venir justement apporter aussi, renforcer l'offre de mobilité du quartier. On a un rez-de-chaussée des locaux qui sont destinés à l'économie sociale et solidaire, des recycleries, des ressourceries. Et dans les étages du dessus, on va avoir du logement. Alors on a 45% de logements abordables, donc on a une part de logements LLS, donc logements sociaux, dont une partie sera exploitée par l'ADAPI 69. On a une part de logements libres. Puis après, on a aussi des logements dans les 2 bâtiments neufs qui sont des bâtiments avec des modes constructifs assez vertueux, mais on va s'arrêter plutôt aujourd'hui sur la transformation bureau en logement. Donc on a retravaillé, on a pris le parti de se dire dans cette tour, on va y mettre du logement. Il y a 4,40 m de hauteur sous plafond. Ça nous a tout de suite fait penser au Canut. Pour être assez simple, c'est qu'on s'est dit à la Croix-Rousse, vous allez vous balader à la Croix-Rousse dans tous les canuts. En fait, les gens ont bricolé au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, maintenant, c'est un peu moins bricolé, c'est des vraies installations, mais des mezzanines qui permettent d'exploiter ces hauteurs sous plafond. Donc, on a eu cette réflexion-là que Mathilde vous présentera dans un instant. Et puis, on s'est dit, bon, on est en ville, on a le parc à rez-de-chaussée qui sera à partager avec l'auditorium, mais il est important aussi que les gens de la tour puissent avoir des espaces extérieurs auxquels ils puissent accéder. Et on vous les présentera, ils en ont un au niveau, et puis ils en ont aussi en top tour, puisque comme c'était un IGH, on a déjà pris le parti directement d'enlever cette dimension IGH qui pesait beaucoup trop cher sur l'entretien de la tour. Donc on a écrété un petit peu le bâtiment pour le redescendre en dessous du niveau IGH, et on a exploité, on y reviendra après, tout ce top tour pour y mettre d'autres programmations, et notamment un restaurant bistronomique qui sera exploité par Christian Tête-Doigt. Voilà. Vous avez quelques images ici, donc, et on y reviendra, mais voyez l'offre de logement justement abordable, mixte et inclusive. Vous avez des bureaux réversibles, ça c'est plutôt pour la partie bâtiment neuf, ossature bois avec de l'isolant en paille, etc., des matériaux bio et géosourcés. Et puis vous avez l'extension du bâtiment Latarget qui est existant, dans lequel un centre médical viendra s'installer à terme. Voilà, je te donne la main. Voilà, donc c'est un peu ce que Jean-Eudes expliquait. En fait, on était IGH pour quelques mètres. Donc on a fait ce pari, en fait, de venir descendre le dernier niveau de plancher accessible et d'offrir un exosquelette complètement vide en partie haute de la tour qui permet d'offrir de nouveaux usages et en même temps d'éviter les contraintes de l'IGH dans le logement, ce qui semblait être en plus un peu dommage pour quelques mètres. Et donc, et deuxième enjeu important, de permettre à tout à chacun, enfin en tout cas aux personnes qui souhaitent accéder au restaurant, de pouvoir profiter aussi de la vue. Donc d'offrir dans cette tour une double circulation, d'un côté les logements et de l'autre un ERP donc en partie haute de la tour. Et puis en son sol, on voit ici la tour qui vient se réinscrire dans ce paysage très vert à l'échelle de l'îlot. On voit ce pas d'étage extraordinaire, donc 4,35 m de pas d'étage, c'est assez rare dans des bureaux, c'est encore plus rare dans des logements. La question a été de comment est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce que ça produit dans les espaces intérieurs, tout en sachant qu'il y a cette sensibilité aussi au séisme que l'on essaye donc de maintenir telle qu'elle, en tout cas de ne pas rejustifier, donc d'être dans un maintien aussi bien de la géométrie de la tour, et vous verrez les ajouts qu'on y fait, ils sont toujours mesurés pour qu'en fait on puisse rester dans la même géométrie. Et puis ce travail sur les épines, d'être en fait conscient que la verticalité de cette tour, elle est très importante, que son dessin est marqué par cet exosquelette. Donc en fait, vous avez un noyau central et ces énormes poteaux que vous voyez à l'extérieur qui forment en fait la simple structure, les plateaux étant complètement libres. Donc comment est-ce qu'on vient utiliser en fait toute cette potentialité pour offrir des logements? C'était aussi de venir réadresser la tour dans un espace urbain. Aujourd'hui, c'est un site complètement fermé, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, c'était un espace qui était clôturé, gardienné, donc de réouvrir le parc, mais aussi de réadresser la tour. Alors on ne peut pas déplacer les rues, mais par contre on peut en créer cet axe qui vient en fait découper l'îlot en deux parties. D'un côté, la partie, donc plutôt ce qu'on a appelé le jardin, puis de l'autre, l'îlot faubourien. Et au centre, en fait, une voirie, enfin en tout cas un passage qui permet d'adresser les bâtiments, tout en maintenant ce travail végétal au pied de la tour qui lui donne ses caractéristiques.
L'autre élément très intéressant dont on a commencé à parler au sujet de l'auditorium, c'est l'utilisation des volumes. Dans un bâtiment de bureau comme celui-là, vous avez 2 niveaux de sous-sol qui font plus de 9 mètres de profondeur. Comment est-ce qu'on exploite ces potentialités? Donc, il y a eu toute une recherche, aussi bien sur la programmation à l'échelle de l'îlot, avec ce travail de pôle de mobilité. Donc faire rentrer en sous-sol un certain nombre de vélos, leur permettre de pouvoir travailler et vivre avec la tour, et sans créer de nuisances pour les logements, mais aussi tout le travail sur les eaux grises, par exemple, de stockage. Donc essayer de réutiliser ces sous-sols pour offrir des potentialités pour le bâtiment. Et donc cette silhouette, donc le maintien de la coiffe avec ce travail d'évidement, tout en gardant en fait l'intégralité de l'exosquelette, qui lui donne sa silhouette et qui fait que vous avez une perception presque identique de celle que vous avez aujourd'hui. Le travail de domesticité qui est donné dans la façade avec les balcons, donc tout cet ajout d'éléments qui nous permet en fait d'identifier quand même la transformation vers le logement, important pour donner aussi à cette tour une nouvelle vie. Et puis le maintien du coup de son enveloppe par le fait qu'on ne vient pas dépasser et qu'on reste dans la géométrie en fait de ce bâtiment existant. Je crois que j'ai mis... Voilà. Et donc on a aussi travaillé, vous voyez, sur ce travail d'ajout à l'intérieur même de l'exosquelette pour pouvoir recréer de la surface, puisque la potentialité d'en avoir des étages très très hauts, elle est intéressante sur un certain nombre d'espaces, mais il nous a semblé aussi intéressant de pouvoir proposer une densification à l'intérieur de la tour en créant des planchers intermédiaires qui nous demandent donc de récupérer 2 niveaux pour en créer 3 et donc de venir construire des planchers bois à l'intérieur de la structure. Donc toute une logique de plancher léger pour ajouter peu de poids, tout en gardant un principe symétrique aussi pour ne pas déstabiliser la tour. Donc voilà, vous voyez ces éléments. Et puis l'ajout des balcons qui vient donner aussi cette ligne, qui vient compléter le travail en fait de verticalité et donner ce côté un peu spécifique au logement et casser un peu la façade de bureau classique. Un petit principe en coupe, justement, qu'on voit, donc ces 2 étages sur lesquels on en fait 3, qui permet aussi d'avoir des logements atypiques, avec d'un côté des grandes hauteurs pour les pièces de vie et en même temps des hauteurs plus réduites sur les pièces de nuit. Et puis, à l'échelle de la tour, ce travail donc de maintien de la silhouette tout en offrant des espaces extérieurs en partie haute et en exploitant les sous-sols pour tout ce qui peut permettre à l'arrosage du jardin et aux services et d'offrir au logement des caves, des espaces de vélo, voilà, des services supplémentaires. L'organisation en plan, on est aussi sur des typologies où il faut réinventer un peu, tout en restant dans les contraintes commerciales du logement, réinventer un peu la manière dont on dessine les logements, puisque du coup on est sur un seul noyau, des porteurs extérieurs, donc comment est-ce qu'on vient exploiter en fait ce volume qui était dédié à des bureaux. Donc vous voyez qu'on a maintenu le noyau, ce qui permet aussi d'avoir cette exploitation de l'ERP en partie haute, avec une verticalité qui lui est dédiée. Et puis la densification que vous voyez sur le côté, avec ces logements qui se développent sur 2 niveaux, et donc qui permettent d'avoir des chambres dans une partie en duplex. Peut-être si tu veux compléter sur le top. Donc on a parlé, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le top tour. Qu'est-ce qu'on fait de ce top tour une fois qu'on se dit qu'on n'est plus IGH, on a de la surface qui reste, on a un volume même qui est disponible et on se dit il y a forcément quelque chose à en faire puisqu'il faut essayer de valoriser ce qui existe déjà. Et effectivement, assez naturellement, nous vient rapidement plusieurs choses. La première, c'était en discutant avec Christian Tête-Doigt qui a un concept de potager cosmopolite dont il sert là-haut à Fourvière pour faire ses plats et sa restauration. Il nous dit, ben moi, je pourrais le développer à cet endroit-là. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant d'avoir une partie de ce top tour qu'on va dédier à de l'agriculture urbaine quelque part, alors à petite échelle parce que c'est à vocation du restaurant. Mais dans un deuxième temps, on s'est aussi dit que par l'ajout de planchers caillebotis de manière un peu pas forcément linéaire, voilà, un peu éclaté comme ça dans les différentes hauteurs des niveaux et des planchers qui sont supprimés, on va pouvoir créer aussi des espaces à destination des habitants de la tour pour qu'ils puissent justement aller y cultiver eux-mêmes quelques herbes aromatiques, un petit potager, des plantes, enfin ce qu'on veut. Ça leur donne un espace privilégié puisqu'au pied de la tour, autour de l'auditorium, c'est un parc public qui sera donc couvert toute la journée. Donc là, ils ont, en plus de leur espace extérieur au niveau de leur logement, un jardin partagé dans le top tour.
quelques images et pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez en haut à gauche le tiers-lieu, donc l'auditorium, qui sera donc couvert, comme l'expliquait Mathilde, sur l'extérieur pour faire rentrer la lumière, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un auditorium fermé, destination des projections voilà, et des conférences. Donc là on va l'ouvrir sur le parquet sur l'extérieur. Vous avez en bas à gauche la venelle, la voie nouvelle qui est créée entre la tour et les bâtiments neufs pour reconnecter avec le quartier, créer des commerces, etc. et faire animer un petit peu ce nouvel îlot. Et à droite, une vue du restaurant justement en top tour. Donc, on aura une vue incroyable sur Lyon et qui, pour la petite histoire, aura la vue sur Fourvière. Donc ça se répondra avec le restaurant de Christian Tête d'Oie qui est là-haut. Quelques chiffres pour finir, rapidement, parce que ce n'était pas forcément le but de la conférence, mais si tu peux mettre juste celle d'après. Voilà. Quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de ce qui a été fait. Effectivement, le C40 et ce concours-là, ça avait vraiment la vocation de faire ce qui se fait de mieux, de viser ce qui se fait de mieux en termes de bas carbone, en termes de désimperméabilisation, en termes de ville post-carbone, et c'est vraiment le mot. Donc on désimperméabilise 2500 m², on a 6000 m² d'espace végétalisé, on a conservé énormément de pleine terre, on a plus de 44% du site qui est resté en pleine terre. On n'a pas de sous-sol, on n'a pas de stationnement de véhicules, c'était aussi un pari qu'on a pris, c'est qu'on commercialise des logements sans place de stationnement. On plante des arbres, bon, voilà, il y a de la rez-de-chaussée, on a tout un potager participatif qui est plutôt à destination de l'autre partie de l'îlot, mais voilà. On est allé forcément aussi chercher des labels pour aller illustrer tout ça. BBCA rénovation sur toute la tour, BBCA sur les bâtiments neufs et un niveau RE 2031 sur tous ces bâtiments neufs. Et puis on se fait assister notamment dans cette démarche par le booster du réemploi pour maximiser le réemploi. 80% des matériaux qui seront démolis, enfin qui seront déconstruits, seront valorisés. Plus de 1700 m² de bois. Voilà. L'idée, c'était aussi d'avoir un projet qui puisse permettre de dire que les habitants qui habitent dedans, à travers leur mobilité, à travers leurs habitudes, à travers de consommation, de déplacement, etc., ils émettent moins de carbone que ce qu'on peut avoir dans les standards actuels. Donc, on avait réussi à estimer avec nos partenaires Pouget et Cepoche, justement, un habitant de ce site-là ou un utilisateur de ce site-là émettrait 40% de carbone de moins par an qu'un autre habitant. Et au niveau biodiversité, parce que c'est un axe fort forcément du projet aussi, on a multiplié par 3 la surface de canopée, on a un potentiel écologique qui a été multiplié par 4. On a tout un système de récupération des eaux grises et des eaux pluviales, bien évidemment, pour l'arrosage du site. Et avec une végétalisation dense et fournie, on envisage et on vise à moins 3 degrés justement sur la température ambiante qui sont créées par ces îlots de chaleur urbains voilà, qu'on vient désimperméabiliser. Je crois qu'on en a à peu près fini. Ici, un petit focus sur le calendrier, rapidement. C'est un concours qui a été gagné l'an dernier. Le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin d'année, le début d'année prochaine. Et donc, démarrage des travaux en fin 2025 pour une livraison. Alors, ça va être un peu échelonné parce que la tour, forcément, il y a beaucoup de désamiantage, il y a beaucoup de travaux préliminaires. On va certainement démarrer les travaux neufs, enfin les bâtiments neufs aussi en même temps. Donc, ça va s'échelonner, mais à partir de 2028, on pourra faire les premières livraisons. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, projet emblématique. On a le temps pour une seule question. Donc, celui qui pose la question, il faut qu'elle soit précise, courte, succincte. Ou s'il n'y a pas de question, ben, ça sera encore plus rapide. Ah si, il y a une question là-bas. Donc, pareil, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Romain Maire, consultant climat pour Ecodev. Donc court, précis, succinct, le coût de construction au mètre carré hors foncier. Hors foncier ? Alors, le coût de construction, il nécessite d'être encore travaillé, etc. C'est des estimations, mais effectivement, sur des projets comme ceux-là, on est plutôt entre 3003 et 3006 du mètre carré qu'en dessous, quoi. Donc, après, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. On est très en amont, on a beaucoup d'hypothèses. Voilà. Donc ça va évoluer, au fil de l'eau, ça va s'affiner, mais voilà, c'est plutôt entre 3 et 4 000, si on veut faire large, qu'entre 2 et 3 000. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Du coup, on va devoir s'arrêter sur cette, sur cette donnée-là. Merci beaucoup encore à tous les deux. Merci. Et puis, bravo pour ce bon projet. Donc là, c'est le temps de pause sur cette conférence-là.